Bon, bonjour à tous les deux. Je suis ravi d'avoir cet échange avec le paysan marin, régénérer nos mers, cultiver l'avenir avec Benjamin et Tristan. Ça fait un moment que je voulais aborder le sujet euh, on va dire, pour faire simple, de la pêche régénérative, même si effectivement on verra que le sujet est plus vaste que juste la pêche. En particulier avec Biomime Expo, puisque nous allons réinventer la bouillabaisse sur Biomime Expo à Marseille, avec la fresque des imaginaires et cette jolie piste qui réveille les imaginaires d'un jardinier des mers. Et donc, c'est pour ça que je voulais un peu en savoir plus sur comment vous abordez les choses et quelle est la situation actuelle hein, sur les écosystèmes marins confrontés à la pêche et en quoi ce que vous faites pourrait être une piste enthousiasmante pour tous ceux qui aiment les poissons, les mollusques et les océans. Est-ce que vous voulez peut-être vous présenter? Super, oui, merci beaucoup Jérémy pour l'occasion d'avoir cet échange et pour ce sujet qui nous touche beaucoup puisqu'il est beaucoup le cœur de nos travaux. Donc on a monté le Paysan Marin qui est finalement un véhicule de projet coopératif pour essentiellement beaucoup de gens qu'on a pu rencontrer qui sont soit des exploitants, soit des citoyens, soit des chercheurs et qui ont tous à cœur, on s'est retrouvés dans leur propre milieu, de se poser des questions et d'essayer de monter des actions pour rendre notre relation au milieu marin et à ses ressources et à ses habitants plus durable et plus en accord. En fait, recréer cette relation entre terre et mer, entre société et environnement, sans aliéner ce qui est un producteur, ce qui est un pêcheur, ce qui est un aquaculteur. Et pour nous, c'est justement ça le cœur de comment on réinvente des façons de faire, comment on accompagne des gens qui font déjà à changer leurs pratiques pour que ce soit pas juste acceptable, mais que ça devienne désirable. Parce qu'il y a peut-être un point, donc que ce soit Benjamin ou moi, nous on vient plutôt de la terre. On vient plutôt de la terre, on est ingénieur environnementaux de formation. On a des premières expériences qui tournent plus autour de l'agroécologie, donc faites dans ce cas-là à terre. Et voilà quelques années que on s'est commencé à se poser la question de comment ça se déclinait sur le littoral. Sur l'environnement marin, sur les modes de production. On a assisté, je pense, au cours des 15-20 dernières années à un changement de paradigme au moins sur une partie de la production agricole avec il y a 15 ans, dire permaculture, c'était à moitié mal vu, ou c'était quelque chose vraiment de très très niché. L'agroécologie, on savait pas trop. Aujourd'hui, c'est au cœur de la plupart des enseignements agricoles, du BTS à l'INRA ou à AgroParisTech, et c'est au cœur de la façon dont on pense pouvoir produire durablement des ressources primaires. Et comment est-ce que ça se décline à la gestion des milieux aquatiques ou des milieux marins par la pêche et l'aquaculture? Ça, c'est encore finalement émergent. Et c'est là où s'est dit qu'au lieu de réinventer la roue, il y avait peut-être pas mal de choses à chercher à adapter. Oui, ça fait écho parce que moi, enfin, maintenant, nous sommes vivants, ça va faire 6 ans. Et quand on a décidé de porter l'écologie via la régénération dans les entreprises, c'était vraiment une pensée très très nouvelle, même si elle existe depuis quelque temps, et en particulier, elle se base sur la permaculture qui date des années 70, ou le label bio qui date des années 80. Et effectivement, moi, je me suis vraiment passionné pour l'agriculture bio-régénérative et voir comment effectivement, qu'est-ce que ça apporte de plus. Et, euh, et je crois, enfin, je suis convaincu que c'est à travers le changement de pratique qu'on réinvente nos métiers. Je suis souvent confronté à des personnes qui disent on va éliminer, on va arrêter, c'est pas possible, on va dans le mur, c'est urgent de ne plus. Et au contraire, si on arrive à faire transitionner les métiers à travers des nouvelles pratiques, on peut vraiment réinventer les choses. Donc c'est pour ça que je suis ravi qu'on en parle.
et que ces pratiques qui aient lieu effectivement sur les terres ou sous les mers se retrouvent au moment de l'achat. Parce Mm. que ce dont on va parler là, certainement, est plus exigeant, va prendre plus de temps, et on doit trouver, on crée de la valeur, mais il faut que cette valeur soit perçue au final par le consommateur. Donc le sujet peut-être pour commencer les écosystèmes confrontés à la pêche, c'est-à-dire ces océans qui sont donc un merveilleux écosystème habité euh, et nous humains qui de différentes façons allons prélever ou surpêcher et, on essaye d'avoir une pêche durable. Je ne sais pas exactement ce que c'est, j'ai jamais vraiment, je serais curieux que vous m'expliquiez. Et il y a des zones protégées. Mm. Il y a des zones protégées. Voilà. C'est un peu, moi, comme ça que je vois les choses, comme ça, un peu en grande masse. Est-ce que c'est comme ça que voilà, comment vous appréhendez cet écosystème marin aujourd'hui face peut-être aussi aux besoins de se nourrir? Je trouve hyper intéressant de le démarrer comme ça parce que finalement, à la différence de l'agriculture, il y a assez une petite partie de la population qui a vraiment une connaissance sensible de comment on interface avec le milieu marin. Et j'aimais beaucoup ce que tu disais dans la question de prélever. En fait, plus que la pêche, la vraie réflexion, c'est comment notre économie, elle exploite ce milieu marin de façon générale. Du coup, il faut un peu comprendre déjà comment ce milieu marin il fonctionne pour comprendre en fait quelle pratique va avoir quel impact. Mm. Euh, le premier est de se dire, déjà pour l'analyser et changer un peu l'imaginaire, le pêcheur, c'est un trappeur de la mer. Donc, tant qu'il capture pas trop, et tant que pendant qu'il capture, il détruit pas les habitats qui vont permettre aux vivants de se régénérer, en fait, ça peut être un trappeur en soi qui fonctionne bien avec son écosystème. Maintenant, quand ça va s'interfacer avec des côtes qui sont bétonisées, des effluents qui sont de plus en plus pollués, tu vas avoir, et ça c'est un truc très particulier du milieu marin, quasiment toutes les espèces, elles ont un moment dans leur vie où elles ont besoin du trait côtier. Si ce trait côtier il est dégradé, globalement, tout ton renouvellement de population, il est perturbé. Si en plus de ça, tu vas aller perturber les fonds un peu plus loin là où tu pêches, tu rajoutes une pression supplémentaire. Et si en plus de ça, tu vas commencer à te dire, ah mais en fait, je pêche pas assez parce que je vais avoir d'autres usages, et je pense on en parlera, et je vais quand même aller prélever des choses alors que je peux pas, et je vais pas les consommer pour l'humain. En fait, dans toute la chaîne qui permet aux vivants de se régénérer, je prélève trop. Et c'est tellement systémique que tu as beau mettre des quotas espèce par espèce. En fait, vu qu'à chaque fois, tu vas déporter ton effort de pêche sur des espèces que tu consommes pas et qui n'ont pas de quota, tu fragilises tout ton système. Et donc, tu as cette course en avant entre je commence à exploiter ou à récolter une espèce. Quand je commence à la perturber, je vais aller faire venir les scientifiques pour remettre un quota. Mais le temps que j'ai les connaissances, ça va arriver un peu trop tard. Et finalement, espèce par espèce, tu fragilises tout ton édifice. Donc, il y a une relation où le pêcheur est le point de contrôle qu'on va utiliser sur la pression qu'on a. Maintenant, lui, il est souvent essentiellement le bras armé de nos consommations. D'accord, ok. Non, effectivement, j'avais pas conscience de l'écosystème marin aussi dégradé finalement. Et souvent, on l'a pas parce que on imagine ce grand océan qui est connecté, qui est partout. Et on se dit, oui, mais il y a plein d'espace pour les espèces marines à plein d'endroits, loin des côtes. À part que dans leur cycle de vie, elles viennent souvent proches de nous. Du coup, si on détruit complètement ce qui est proche des côtes, en fait, le reste du cycle, même s'il y a plein d'espaces libres, il ne peut pas fonctionner. Ou même finalement, au-delà de la partie cycle de vie, de façon générale, l'océan, il y a quand même beaucoup d'espaces qui sont assez vides, Mm. finalement. C'est-à-dire que finalement, quand tu regardes ça d'un côté écosystémique, tu as besoin d'avoir une source de nourriture. Cette source de nourriture, généralement, elle va partir de phytoplancton. Ton phytoplancton, pour se développer, il a besoin à la fois de lumière, et aussi ben, d'éléments minéraux. Sauf que quand tu es à la surface pour avoir de la lumière, mais que tu as 5000 mètres de fond en dessous,
tes éléments minéraux, c'est un peu compliqué de les avoir. Donc tu vas avoir certaines zones où justement tu as des remontées, soit volcaniques, soit autres, qui vont permettre justement par des courants de générer finalement cet apport de minéraux. Tu vas avoir des espèces, notamment par exemple les baleines. Des baleines, ça va te consommer énormément de plancton dans une zone et après simplement avec leur réjection, avec finalement quand elles défèquent, elles vont finalement ensemencer certaines zones beaucoup plus loin qui vont permettre tout d'un coup ces blooms de phytoplancton qui vont derrière alimenter du zooplancton, qui vont derrière alimenter des petits poissons et autres, et qui vont être mangés, et tu vas avoir ces oasis de vie à différents endroits. Si ça n'a pas lieu, tu as plein d'endroits hors côte où c'est assez pauvre en vie, finalement. Donc ça, c'est une première chose. Et plus dans l'autre sens, toutes les interfaces terre-mer sont privilégiées comme des zones où tu vas avoir à la fois cet apport de sédiments, souvent les estuaires qui vont charrier, qui vont amener. Tu vas avoir aussi finalement des zones d'abri, que ce soit avec des herbiers marins, que ce soit avec des forêts d'algues, que ce soit avec justement des récifs de coraux, des récifs d'huîtres, qui vont créer tout un écosystème dans lequel tu vas avoir des juvéniles de chaque espèce qui vont pouvoir s'abriter le temps de passer à une certaine taille avant d'aller au large. Et donc, si ces écosystèmes-là, qui sont aussi le plus sous pression par l'enjeu au niveau des herbiers marins, il est plus associé au tourisme et aux gars qui vont lâcher une ancre sur des herbiers de Posidonie que à la pêche elle-même, par exemple. C'est aussi pour montrer que ça joue dans les impacts que finalement l'homme a sur les écosystèmes de reproduction et de production de toute la vie marine derrière. Mm. Oui, c'est la même histoire que sur Terre, c'est la destruction de l'habitat qui est Ouais. vraiment le premier facteur de dégradation de la biodiversité, quoi. Et comme tu es, c'est sous l'eau, généralement, et c'est un peu ce que disait Benjamin juste avant, entre guillemets, loin des yeux, loin du cœur, où on n'a pas cette visualisation. C'est un peu comme si, tu vois, tu déboises, enfin, tu coupes une forêt. Mm. Première chose. Mais après, tu te dis que tu vas racler les 30 premiers centimètres d'humus de cette forêt au bulldozer, et puis après, tu vas dire, c'est marrant, il y a moins d'oiseaux. C'est bizarre, hein? Et les écosystèmes sont à la base de justement cette vie beaucoup plus animale que végétale dans le Ouais. milieu marin. Ça aussi, c'est un gros changement par rapport à ce à quoi nous, on est habitués. C'est-à-dire que finalement, oui, tu as des herbiers, tu as des algues, tu as du phytoplancton, mais au-delà de ça, les chaînes alimentaires, les chaînes trophiques que tu vois, les réseaux trophiques que tu vas avoir dans le milieu marin, ils sont beaucoup plus basés sur l'animal que sur le végétal. Et Mm. ça, c'est hyper clé dans la compréhension des enjeux. C'est que quand c'est essentiellement animal, imagine que tes écosystèmes, ils dépendent des mêmes échelles que si c'était des oiseaux à terre. Mhm. Quand on parle de maintien ou de protection de la vie faune, on parle de grands couloirs intercontinentaux. Et tout le débat de la conservation est, ah mais en fait, si je perds une grosse zone humide, si je perds des relais, je perds potentiellement toute la connectivité et je perds ces espèces en entier. En fait, caché sous la mer, c'est le même enjeu pour l'écosystème marin. Tu peux pas le voir comme tu vas voir pour certains insectes ou pour certaines plantes, ou dire je vais aller pouvoir bloquer une partie assez délimitée en surface, et si je conserve celle-là, c'est bon, moi j'ai conservé mon petit écosystème parce que la vie de mes espèces, ça va dépendre essentiellement de cette zone-là. Dans le Mm. milieu marin, tu en as certaines pour lesquelles c'est vrai, mais tu en as beaucoup du moment qu'une partie de leur vie est pélagique. Et il se trouve que beaucoup, même à un stade larvaire, ils se retrouvent à partir très loin. Ou si tu perds ça, si tu perds ces relais, tu déstabilises tout. Oui, donc les espaces protégés, Natura 2000, etc., c'est bien que ça existe, mais finalement, c'est un peu comme la migration des oiseaux, quoi. Exactement, c'est des Alors, points de relais. Et c'est hyper intéressant parce que tu le soulevais sur les zones protégées en milieu marin. Elles sont nécessaires. Quand tu en as une qui est stricte et qui est fonctionnelle, on sait qu'elle a de l'impact. Ça fait de ce que tu appelles de la nurserie, ça fait du repeuplement, etc. Maintenant, tu as aussi une petite course en avant politique de il faut en déclarer beaucoup. Et finalement, il y en a plein qui se retrouvent à être pas réellement des zones de protection. attention, Oui, attention là aussi, justement, un point de vigilance à amener, c'est qu'une aire marine protégée, on a un peu, en fait, le terme protégé est assez mal choisi. ouais,
Dire que quand on dit aire marine protégée, la plupart d'entre nous, on entend bon, bah, c'est une réserve, un endroit où, justement il n'y a pas d'action. Alors qu'en fait, finalement, la définition d'une aire marine protégée, c'est une aire de cogestion où on met les différents acteurs à la table et on discute ensemble de ce qui va se passer dedans. Mais c'est absolument pas une aire où on dit là, il n'y a pas de pêche, par exemple, où il n'y a pas d'activité, même potentiellement minière. C'est une zone où on a décidé, ça serait vraiment à rebaptiser, j'ai envie de dire, une aire de cogestion. Mais c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que ça, tu pourrais les appeler comme les parcs naturels régionaux. Un parc Mm. naturel régionaux, ils ont été créés dans les années, je trouve, de mémoire, 70, et le but, c'était de dire on va innover sur de la cogestion avec la nature et on va amener des endroits, c'est encore pire, dans lesquels les urbains pourraient continuer à aller voir de la nature. Mm. Ça n'a jamais dit on va enlever les agriculteurs de ces endroits. On va jamais enlever la chasse, on va jamais enlever complètement l'industrie de ça. Et en fait, ces aires marines protégées, elles sont beaucoup inspirées par ces types de gestion. Donc tu vas avoir potentiellement des normes ou des usages qui vont se contraindre au fil du temps, mais par le fait qu'on les ait appelées des aires marines protégées, souvent elles sont vues comme ah c'est des scandales parce qu'il n'y a pas assez de conservation. C'était pas leur Publiquement, elles ont été affichées comme ça. C'est pas leur mode de fonctionnement. D'accord. Ah, je ne savais pas. J'en apprends des choses. Et si on regarde donc ce qui n'est pas protégé ou ce qui n'est pas une zone co-gérée, en France, quels sont les poissons qu'on mange et de trois peut-être, et quelles sont les pratiques associées. Et on peut peut-être étendre aussi aux mollusques, si vous voulez. Alors, il y a justement, alors juste, on va rebondir exactement sur ce que tu viens de dire. Et c'est d'ailleurs un des gros enjeux, il y a un très fort décalage entre les poissons qu'on mange et les poissons qu'on produit ou d'une façon ou d'une autre. Ouais, Là, je vais m'arrêter une seconde sur le terme de production. Ça fait depuis les années 60, je crois, que on a atteint le plafond ouais. de ce que on peut pêcher au niveau mondial. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas la quantité de choses pêchées n'augmente plus, voire elle commence à diminuer, parce que finalement, il n'y a pas plus de poissons dans la mer ou de créatures marines de façon générale. Par contre, ce qui date des années 90, c'est qu'à l'heure actuelle, on produit plus de produits de la mer de façon générale par l'aquaculture que de pêche. D'accord. C'est à double enjeu, c'est-à-dire que si on veut la population augmentant, les modes de consommation augmentant, on veut toujours continuer à consommer plus de produits de la mer, ça va venir pas de la pêche, ça va venir de l'aquaculture. Oui, donc le Euh, poisson préféré des Français, le saumon. le poisson préféré des Français, le saumon. France, deuxième pays producteur de saumon au monde, Ouais. deux cent Importateur. soixante mille tonnes par an. Ah, je ne savais pas, je pensais que c'était. Il n'y a pas De- d'aquaculture de saumon en France. Alors, Deuxième produit importateur en Ah, Europe. importateur, importateur. Justement, on n'est quasiment pas à 500 tonnes près. On n'est pas producteur de saumon. Tu as eu des saumons qui On est en deuxième mangeaient pays hier. importateur et ça vient donc de Norvège et Suède. De Norvège. Suède, je crois pas trop. Norvège, beaucoup. Il doit y en avoir une partie du Chili, de Écosse. Il y a quelques pays qui sont positionnés comme étant des producteurs massifs de saumon. et Euh, alors, oui, Donc là, il vas-y. n'y a pas de chalutier. Il n'y a pas de pêche à la ligne, il n'y a pas de chalutier. Alors, il y a de la pêche à la ligne, mais finalement, elle va être assez minoritaire par rapport à ça. Par contre, le lien qui est là, c'est que le saumon et quelques autres espèces que justement on va choisir d'élever de façon privilégiée, je pense par exemple le bar, je pense, ou le loup en Méditerranée, sont généralement des poissons carnivores. Et c'est là où on revient à ce qu'on était en train de dire sur, il n'y a pas tellement de végétaux dans le milieu marin. Et donc finalement, il y a des chaînes qui se font au niveau, c'est des pyramides alimentaires, mais avec les gros qui mangent les plus petits. Et plus on monte haut dans la chaîne, plus on est sur des poissons qui ont besoin d'un apport de protéines, qui sont considérés comme carnassiers. Le saumon, par exemple, en fait partie. Le saumon a besoin d'un apport de protéines assez élevé et conséquent. Et donc il y a une image que nous, on aime bien utiliser, que si on faisait ça à terre, on serait en train d'élever des lions pour les manger, et que pour nourrir ces lions, il faudrait aller chasser des renards, par exemple.
Et c'est Ah oui, exactement ce qu'on fait en aquaculture. Pour faire de l'élevage de saumon, tu as énormément de pêche dite minotière. Minotière, c'est la minoterie, c'est les moulins, c'est pour faire de la farine. Et on va faire finalement, là pour le coup, des chaluts énormes qui vont ramener finalement du poisson, du tout petit poisson, simplement pour être broyé, faire de la farine et nourrir ces poissons carnassiers. Et là, tu vas avoir un gros effet entre la culture de certaines espèces privilégiées parce que très mise en avant au niveau des consommateurs et la gestion de tes écosystèmes marins. Et c'est là où tu vois en fait où tu as un potentiel effet pervers à ce qu'on imagine être l'effet bénéfique d'une aquaculture. Tu te dis, ben, je vais aller la cultiver, je vais moins prélever dans mon milieu sauvage. Mais en fait, tant que la croissance de ces poissons elle dépend du milieu sauvage, ce que tu fais au fond, c'est que tu maintiens ta pression. Et tu vois, c'est très intéressant quand tu prends ce qu'il disait Tristan. À partir des années 60, la pêche, le volume de pêche ne change pas. Par contre, ça veut aussi dire qu'on a commencé à pêcher des choses plus petites qu'on ne pêchait pas avant pour nourrir des poissons. Donc finalement, si tu d'accord. prenais à espèce constante par rapport à avant, la mer, elle est plus du tout aussi peuplée qu'avant. Parce que tu as remplacé la masse des gros poissons, des poissons âgés, d'un écosystème en bonne santé qu'on pêchait avant pour nous nourrir, par on pêche pour nourrir l'aquaculture. Très bien. Sur un autre poisson, comme par exemple le bar, ça se passe comment? Sur le bar, après, il y a des enjeux où à l'heure actuelle, ça va être similaire sur le principe. C'est plus des questions de quantité, de Mhm. volume produit. En France, finalement, ça aussi, et c'est peut-être ça la façon de le tourner, c'est que notre aquaculture, elle est très peu basée sur le poisson. Comme l'a dit Mhm. Benjamin, finalement, le saumon, on en consomme beaucoup, mais on en produit 500 tonnes. On produit, en termes de poissons, on produit surtout de la truite Ah, dans des étangs, enfin, dans des espaces d'eau douce. Et on en produit à peu près 35 000 tonnes sur les 40 000 tonnes en général qu'on produit en poisson tous les ans. Et ça, c'est quand même à mettre en comparaison avec les 80-90 000 tonnes d'huîtres qu'on produit chaque année. Il y a 70% de l'aquaculture française, que ce soit au niveau des tonnages, au niveau du chiffre d'affaires, en France, c'est des huîtres et des moules. mm. Et là, on revient un peu à notre idée de la pyramide, etc. Pour faire des huîtres, pour faire des moules, tu as besoin uniquement, c'est des cultures extensives, que tu mets justement dans des zones assez littorales, où tu vas avoir des minéraux qui sont amenés généralement par les estuaires, en tout cas pour la France, qui vont permettre de nourrir du phytoplancton, et on va avoir ces espèces de bivalves de coquilles filtreurs qui vont se nourrir uniquement de ça. Donc les moules et les huîtres, c'est une forme donc d'animal de gestion d'élevage de sources de protéines dans ce cas-là, qui ne nécessite ni aliments, qui ne nécessite ni engrais, ni pesticides, ni antibiotiques, ni eau douce. Et donc à partir de là, nous, la façon dont on essaye de retourner un peu la discussion, en tout cas sur l'échelle française, c'est que l'aquaculture française, c'est finalement une conchiliculture, culture de coquillage, qui est une des formes les plus bas impact et vertueuses de production de protéines qu'on puisse avoir dans le milieu marin. Ah, d'accord. Et Donc, c'est là où tu vois qu'en manger fait, des tu peux moules et manger des huîtres, recentrer le c'est débat. contribuer à Pardon. la santé des océans. Et, Exactement. et Parce que quand... recentrer le débat sur le mollusque, ça veut dire pouvoir facilement intégrer une polyculture comme tu l'imaginerais. Si tu le centres directement sur un poisson qui est un poisson carnassier, tu vas te retrouver à créer un système qui est basé sur une exploitation nécessaire. Il n'y a pas des Si tu plus le petits. centres sur une diversification d'utilisation de tes coproduits, des déchets qui sortent de tes moules, etc., ça veut dire que de base, tu es quand même parti d'un système qui demandait aucun intrant. Mm. Et donc diversifier ça, ça veut dire que ta route vers une forme plus régénérative, elle devient beaucoup plus courte et beaucoup plus facilement intégrable. Ça, on Et l'a ça, vu là ça va avec être ce que nous, on va regarder. Ça va on l'a vu être avec le comment tu mercure passes là. d'un exploitant à un gestionnaire du milieu naturel. On a vu avec le mercure qu'effectivement, plus les poissons étaient en haut de la chaîne alimentaire, plus ils étaient affectés par les pollutions humaines, quoi. Et ce qui est vrai, en fait, pour à peu près n'importe quelle consommation animale. Plus tu montes dans ta chaîne, plus tu concentres tes polluants. Mm. Parce qu'en fait, la pire chair, ça va être les baleines de mink dans les îles Faroé, où tu as encore plus de concentration. Et la question sur est-ce qu'ils arrêtent la pêche, elle n'est pas due à des pressions environnementales ou sociales, elle est due à des questions sanitaires chez eux.
Je pense que le seul animal qui en a plus en concentration, c'est probablement l'homme. Plus l'humain en général. Donc, si je comprends bien, la pêche reste extractive. Toutefois, de la même façon qu'on a l'élevage, on pourrait avoir l'aquaculture. Toutefois, la façon dont l'aquaculture est faite, elle n'est pas hors sol, l'aquaculture, mais elle est un peu hors écosystème, quoi. Et donc, ce que vous avez en tête, c'est de faire de l'aquaculture régénérative qui serait beaucoup plus intégrée à son écosystème. Ouais, c'est de relier justement à la fois le rythme de production avec les ressources que tu as. Et typiquement, un bivalve, lui, il récupère la ressource qui vient directement de chez nous. Quand il Pour pense, visualiser, ça donne quoi? ben, Si on visualise. Si on si on prend. visualise, typiquement, ça va donner que tu vas commencer à filtrer tes eaux de rivière avec des bivalves qui vont arriver. Tu vas aussi utiliser les rejets de tes bivalves pour faire de la culture d'algues et une partie de ton algue, tu vas commencer à l'utiliser pour nourrir d'autres poissons de bas niveau trophique, des brouteurs, des détritivores. Donc tu vas pouvoir faire une espèce de permaculture, mais marine. Nous, comment on l'aborde, c'est qu'on considère que si tu le fais en milieu ouvert, c'est beaucoup trop compliqué à contrôler. Et ce qui est marrant, parce qu'on a une chance phénoménale en France, et dans plein d'autres pays, c'est qu'on a déjà mis en place des infrastructures traditionnelles pour gérer les flux d'eau, pour récupérer les poissons qui fraient, qui remontent les rivières, pour récupérer du sel. Tu as ce système de clair dans à peu près toutes les zones des embouchures en France qui segmente les étangs et te permettent de contrôler tes flux, justement. Il se trouve que ces clairs, elles sont de moins en moins utilisées et qu'elles sont une opportunité superbe pour justement faire ce qu'on appelle du multitrophique, pour faire de la permaculture de la mer. Et On fait pour nous, c'est penser le à la. meilleur point de démonstration de comment tu traites ton interface terre-mer. Oui, ça me fait penser à d'un côté la monoculture et de l'autre côté la polyculture élevage. Exactement. Exactement. Et quand il Finalement, pense, en fait, t'es assez proche de se dire, ouais, mais au moment où je le fais passer dans le milieu marin, euh, c'est aussi la limite entre pêche et aquaculture que tu vas commencer à questionner. Parce que sur certaines régions, quand tu ensemences un milieu avec des Saint-Jacques, avec des huîtres et que tu vas les récupérer après, ouais, c'est toujours. Est-ce que c'est un pêcheur ou un aquaculteur qui le fait? Est-ce donc là, qu'il on a cette sème et il idée. récolte? Ça, c'est pour être vraiment précis dans le cas justement de la Manche. À l'heure actuelle, les gisements de Saint-Jacques, Mhm. qui, justement là depuis début octobre, qui sont pêchés et qu'on peut consommer, ce sont des gisements qui sont réensemencés tous les ans. Donc Mhm. oui, tu vas avoir un pêcheur qui généralement à la drague va aller récupérer au fond des Saint-Jacques, mais finalement on est sur un format dit de ranching où là, il y a un maintien et une gestion de la population. Et du coup, une des questions qu'on pourrait aussi se poser, c'est que bah, dans ce cas-là, c'est de la culture ou de la pêche extractive, première. Et après, est-ce que ça, c'est quelque chose finalement de gérer dynamiquement le stock? Est-ce que c'est pas aussi une diversification future pour la pêche? Par exemple, en Méditerranée, on a des enjeux d'invasion de crabes bleus. Donc un crabe bleu invasif, non originaire de la Méditerranée, il y en a deux. Il y en a un qui est passé par le canal de Suez et qui vient de l'océan Indien, et il y en a un qui est arrivé en passager clandestin et qui est arrivé des Amériques. Et Mhm. grosso modo, ces crabes bleus, ce sont des crabes ultra voraces qui se reproduisent très vite et qui sont une menace pour la biodiversité à l'état sauvage et aussi pour tout ce qui est cultivé dans la mer. En Italie, dans la partie adriatique, ils ont perdu toute leur industrie de la palourde et ils ont leur industrie de la mythilicole, là, de production de moules, qui est aussi en péril, simplement parce que ce crabe mange tout. Donc, est-ce que tout d'un coup, on pourrait pas se dire que se retirer ou limiter la population de ce crabe bleu pourrait être un service de trappeur, comme disait Benjamin au début, pour lequel, tout d'un coup, on récompense l'action extractive de pêche. Sachant Mhm. que derrière, il y a aussi tout un enjeu de valorisation difficile de ces animaux-là, parce qu'il n'y a pas les chaînes de transformation adéquates. Et aussi parce que en Europe, on est sur un positionnement que si c'est une espèce invasive, on ne veut pas lui donner une valeur économique trop importante parce que autrement, on ne va plus avoir de raison réelle de la faire disparaître de l'écosystème. Et Si donc on là, vous êtes en commence train à de. faire de l'argent avec le crabe bleu, bah, tout le monde voudra qu'il reste. Alors que là, et du coup, il ne Ah, se passe rien.
À part qu'en même temps, on arrive bien à faire disparaître des espèces juste parce qu'on peut faire de l'argent avec. Donc, nous, on a un peu de prudence dessus. Mais je reprends un point, c'est que, tu vois, typiquement, la régulation de la Saint-Jacques, c'est une coopération qui s'est faite par la profession. Donc, là, tu as l'exemple de pêcheurs qui, parce qu'ils ont eu la possibilité de s'autogérer et la liberté de le faire, ils sont arrivés très bien à gérer eux-mêmes le renouvellement d'une ressource. Donc c'est là où je pense que c'est important de ne pas opposer, tu vois, Renouvellement de quelles le, ressources? De la Saint-Jacques ou de d'autres la choses? Saint-Jacques, exactement. Et du coup, ils deviennent eux-mêmes des gestionnaires d'un stock. Et nous, D'accord. ça, c'est quelque chose dont on est convaincu, c'est que Mm. c'est un peu la même chose que quand maintenant, en fait, tu vas financer des haies plantées par des agriculteurs. L'agriculteur, il vend pas ce qui sort de la haie. Par Mm. contre, on va très bien considérer maintenant en tant que société qu'il est l'architecte du paysage. Et c'est pas pour rien qu'on s'appelle les paysans marins, c'est Mhm. parce qu'on considère que pour nous, les exploitants, qu'ils soient aquaculteurs ou pêcheurs du milieu marin, ce sont les architectes des paysages marins et qui sont ces lieux de renouvellement des écosystèmes et qui sont Mhm. aussi ceux qui produisent une bonne partie de notre nourriture. Alors, avant de revenir à Paysan marin et son imaginaire, donc juste que la pensée régénérative, effectivement, comme tu disais, Tristan, c'est penser une activité économique dans son écosystème économique, et donc effectivement de favoriser euh, la collaboration, favoriser des liens d'entraide entre acteurs économiques et trouver une forme de gouvernance et de profitabilité sur le long terme. Mais penser ça dans son écosystème sociétal, donc penser aussi donc aux humains qui sont les consommateurs ou les habitants d'un littoral ou euh, voilà, et penser ça dans l'écosystème naturel. Et donc et à chaque fois essayer vraiment d'avoir une pensée intégrée où plus on tisse de liens mutuellement bénéfiques, plus on contribue à, à ces écosystèmes, plus finalement la qualité de vie de tous augmente. Et au contraire, lorsque c'est mal fait, on a des liens directs sur la santé humaine à travers la destruction des écosystèmes. Donc là, ce que je comprends, c'est que votre approche, c'est de dire que un- l'océan est déjà est un écosystème, mais qu'au-delà d'être un écosystème, c'est un habitat. Donc vous voyez enfin, ce que vous essayez de communiquer, c'est qu'il y a euh, donc il y a différentes espèces marines qui habitent et qui sont dans un lieu de vie qui leur permet de se reproduire et il est très difficile de le localiser. Et ce que vous proposez, vous, c'est de repenser l'aquaculture en se disant quelles sont les actions mutuellement bénéfiques qu'on pourrait avoir dans un milieu donné qui permettrait d'un côté d'assainir l'eau, de l'autre côté d'avoir des algues qui sont un habitat, de l'autre côté avoir des espèces marines dont on ferait l'élevage. Et quels sont effectivement, ça c'est vraiment la permaculture, quels sont les différents éléments qu'on met ensemble qui vont finalement bien fonctionner, non seulement pour avoir un équilibre, mais aussi générer des capacités. Est-ce que et donc je vois bien l'image de paysan marin qui est le jardinier de la mer et donc relier finalement la culture de l'algue et l'aquaculture et intégrer aussi donc des mollusques qui eux aussi pourraient s'intégrer. Et j'ai juste besoin que vous nourrissiez un peu ça avec un exemple concret qu'on comprenne bien, qu'on visualise, vous voyez? Hmm. Alors, Ça se moi j'en passe aurais où? deux. Ça se passe où? Il y Donc, a quoi? Il y a quelqu'un qui j'ai se lève le matin à 6 heures? j'ai deux exemples qui me viennent qu'on aime beaucoup avec Benjamin. Alors le premier, il n'est pas chez nous, il est au Japon. C'est une société qui s'appelle Earthinomics. Et en fait, donc le cycle est comme ça, c'est-à-dire que Tu peux il redire commence le nom sur ceux qui... Earthinomics, Urchinomics. Et donc, du coup, pour oursin. Et donc, en fait, ça commence comme ça. C'est de la pêche initialement. C'est de la pêche en plongée.
d'oursins. Alors à nouveau, les Saint-Jacques, il y en a aussi certains qui commencent à la pêcher en plongée, hein, de façon justement aussi sélective et durable. Donc eux, voilà, pêche d'oursins. Ils sortent les oursins, après ils les font un peu justement grossir en bassin, donc une forme d'aquaculture. Une fois que ces oursins-là sont un peu plus gras, on va dire, ils arrivent à les valoriser sur des tables gastronomiques. Mais en fait, tout ça, c'est pas vraiment le modèle économique. Le modèle économique, c'est que si tu as retiré les oursins sont des brouteurs. Ce qu'ils mangent, c'est les algues. Et vu comment ils sont situés, en général, les algues n'ont pas de racines. Elles sont finalement fixées par un crampon à du support solide. Et donc, si l'oursin il va manger cette partie-là, l'algue va partir. Ce qui fait que tu as pas mal d'endroits dans le monde, notamment au Japon, où tu as des landes d'oursins, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des endroits où de la population d'oursins a été laissée à exploser et donc finalement à décrocher toutes les algues qui n'ont plus ce rôle de forêt qu'elles avaient auparavant, qui permettait à la fois d'avoir ces abris pour pas mal de juvéniles, ces lieux de reproduction, et ça, c'est justement en discussion, alors débattu par certains. Il y a la captation de CO2 par les algues, c'est avéré. La séquestration sur du long terme, c'est un peu plus questionné. Il n'empêche que le Japon émet depuis plusieurs années, dans son schéma de crédit carbone, la reconnaissance qu'il y a des crédits dits de carbone bleu associés aux écosystèmes de forêt d'algues, où il y a une partie, on va dire, assez minime relative vraiment purement au carbone et une très 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 forte valorisation associée au service à la biodiversité. Pour te donner l'exemple là-dessus, je crois qu'on est à 60-70 euros la tonne équivalent CO2. Les crédits carbone bleu japonais, ils sont à 450-460 € ou dollars, j'ai plus l'unité. Et ça, c'est le modèle économique de Archinomics. C'est-à-dire qu'en ayant retiré les oursins, en les ayant valorisés par ailleurs, on fait de la gestion et de la préservation de forêts de kelp. Donc ça, tu vois, ça commence à être un système où la pêche, l'aquaculture et la gestion du milieu sont complètement intégrés au service des uns et des autres. Le deuxième, si je me permets, il est plus proche de chez nous. Il est plus peut-être sous un format, je dirais, émergent. C'est aussi les gars de Harpro, qui est une association située en Bretagne, qui ont cette même idée, c'est pour alimenter l'imaginaire. Donc autour de l'île d'Ouate, en Bretagne, eux, ils ont cet enjeu de faire de la restauration de récifs d'huîtres plates. On vient de le dire, les algues, il n'y a pas de racines. Donc elles ont besoin de supports solides. Nous, pendant des années, on avait tout au long de nos côtes des récifs d'huîtres. Ces récifs qui justement servaient à filtrer l'eau. Une huître, ça filtre 200 litres d'eau par jour. Donc pour justement créer de la transparence, pour qu'il y ait plus de rayons lumineux qui pénètrent, pour permettre le développement de vie végétale, pour qu'il y ait une qualité d'eau meilleure qui permette aussi à d'autres organismes de vivre. Ça fait de l'anfractuosité, ça fait une surélévation dans le milieu. Bref, les récifs d'huîtres, on parle des récifs de coraux. On en a un peu au nord, mais c'est surtout on les associe au sud. Mais nous, on avait tout au long des côtes dans l'hémisphère nord des récifs qui ont été généralement surexploités pour l'alimentation et qui ont entièrement disparu. On revient à notre image d'avoir un peu raclé le fond marin avec notre bulldozer et se demander pourquoi la forêt a disparu et elle repousse pas, parce que tous ces supports solides ont disparu. Bref, donc Artpro, eux, ils ont cet enjeu par ce qu'on appelle une espèce ingénieure, ces huîtres, refaire du récif tout autour de l'île, ce qui va permettre du coup une recroissance de la vie végétale, de la vie animale par ces abris, et qui derrière ça, ils ne le voient pas de la restauration pour la restauration, ils voient quelque chose qui pourrait permettre à des familles, dans leur cas d'ostréiculteurs en plongée, de venir se servir sur un peu les excédents de ce récif-là, et puis aussi d'une façon un peu diversifiée, aller piocher là un homard, là différentes espèces, pourquoi pas d'oursins ou d'autres animaux qui vont pouvoir valoriser, et de générer une activité économique qui mêle une forme de pêche, une forme de gestion du milieu naturel, de suivi de la restauration, une forme pourquoi pas de pescatourisme. Pourquoi pas emmener des gens avec soi en plongée pour aller voir? Et du coup, c'est un modèle tout d'un coup beaucoup plus durable qui naît d'une action de restauration du milieu. Donc ça, c'est deux exemples que je trouve assez intéressants à amener. Et je vais enchaîner sur cette partie justement de l'impact social, puisque c'est un point crucial du régénératif. Tu peux prendre un autre exemple, puisque c'est que des exemples émergents, donc tu n'as aucun modèle qui est complet ou complètement holistique, c'est des process en cours. Tu vas voir typiquement celui de Coast for Sea,
qui travaille en Asie sur, tu vas créer des zones marines protégées, mais qui vont être gérées par les populations locales, souvent dans des endroits où les pêcheries se sont déjà effondrées, dans lesquels tu as plus ou peu de revenus. Et donc, tu vas les intégrer dans des chaînes de production d'algues. Donc, tu vas pouvoir mettre tes grandes lignes de production d'algues en offshore, ce qui te crée des zones d'exploitation réservées, en fait, dedans, dans lesquelles, parce que tu as un modèle économique sur l'algue, que tu intègres plus loin dans des zones qui sont potentiellement un peu moins locales, mais permettent d'avoir un revenu additionnel, tu finances ta conservation. Et parce que tu finances ta conservation, tu recrées un habitat dans lequel tes poissons reviennent. Donc, tu as de nouveau une résilience pour tes pêcheries locales. Ah oui, celui-là, il est vraiment très intégré, oui. Il est très intégré. Après, il est très intégré dans des endroits où les coûts marginaux de chaque chose mise en place, ils sont beaucoup plus faibles. Et où potentiellement, tu peux te dire, c'est plus facile de mettre en place des éléments dans des chaînes industrielles intégrées pour les algues ou autres. Par contre, c'est là où c'est intéressant. Tout ça, et nous, on est très fan de cette question de l'inspiration, de ce qui se fait dans le sud, dans le nord. Et là, dans le nord, je parle nord pays du Nord, mais aussi typiquement nord de la France. On a un truc très intéressant. À l'heure actuelle, si tu vas dans les Hauts-de-France, l'expérimentation sur l'algoculture, elle est menée par les pêcheurs. Et là, en fait, tu te dis, OK, en fait, c'est à peu près le même système. Ça veut dire que tu vas avoir une zone en mer qui commence à être exploitée par des pêcheurs qui vont mécaniquement créer une zone de conservation. À quel point ce sera intégré de la même manière, ce sera les mêmes chaînes de valeur, ça reste des projets expérimentaux qui vont prendre quelques années à se développer, mais finalement, tu vois que tu as la même éthique, la même philosophie derrière, de comment tu recrées de la résilience pour des acteurs économiques et des familles qui existent et qui sont déjà des gestionnaires du milieu marin, en diversifiant leurs revenus et en sécurisant des zones du milieu maritime. Oui, dans la régénération, on va toujours se poser la question d'un endroit géolocalisé, effectivement, qu'on aborde sous le double angle des humains et des non-humains, puisque voilà, et ensuite, et le regarder dans le temps. euh, et ensuite, c'est vrai qu'il y a souvent cette notion de multivalorisation. Le modèle économique vient de la multivalorisation. Exactement. Si tu, et de trouver effectivement comment dire, les synergies ou les différentes activités qui vont pouvoir effectivement coexister et s'auto-alimenter, quoi. Alors ça, à la limite, justement, c'est aussi un exemple qu'on aime beaucoup, c'est nos copains islandais du Ocean Iceland Cluster. Et en fait, ils ont un programme en cours qui s'appelle le 100% fish, le 100% poisson, qui vise à promouvoir la valorisation totale d'un poisson. Et donc, en ayant une valorisation totale de chaque élément d'un seul poisson, ils arrivent à un total de 5 000 $ par poisson. Et ce qui pondère, alors à nouveau, hein, on valorise justement, on valorise le nitrate marin des arêtes, on valorise le cuir marin, on valorise le collagène marin, on valorise la tête de poisson dans certains marchés. Donc bien au-delà des filets. Il y en a un aussi qui pondère un peu aussi, c'est que dans ce lot-là, les Islandais, ils avaient une entreprise qui était spécialisée dans l'application de la peau de poisson dans des applications médicales, dans le cas de greffe. Dans le cas. Et donc ça, c'est quelque chose où, à partir du moment où c'est médical, ça atteint une valorisation très très forte. Mais aussi, moi, ce que j'aime bien comme image, c'est que pour cette entreprise-là, une fois qu'ils ont prélevé la peau, le filet, c'est du déchet pour eux. Du coup, c'est un peu aussi reposer la question de où est-ce que nous, sur un organisme quel qu'il soit, où est-ce qu'on met la valeur et où est-ce qu'on considère que ça, il faut le mettre à la poubelle. C'est la même question aussi, par exemple, je sais, sur nos huîtres. Nos huîtres, finalement, une huître, ça va être au maximum, allez, 15% de chair. La coquille, ça, on met à la poubelle. Dire, il y a quand même pas mal de projets en France et ailleurs qui mettent en avant l'intérêt de travailler avec ça comme une ressource pour du béton coquillé, pour des usages cosmétiques, pour des usages en amendement agricole. Et ça, ça reste encore un peu sous-connu ou sous-valorisé. Et dans tous les cas, à l'heure actuelle, les producteurs ne sont pas récompensés pour ça. C'est uniquement une fois que c'est devenu un déchet
que ces entreprises-là interviennent pour les en débarrasser. Mais il n'y a aucun ostréiculteur français qui, à l'heure actuelle, est payé pour sa coquille. Et ça, à nouveau, c'est des enjeux de circularité qui pourraient derrière, justement, renforcer ces modèles économiques de production associés au vivant qui, ne serait-ce que le fait de faire pousser des huîtres, amène un service de filtration, amène ces services-là au niveau du littoral. Mais je vais m'arrêter là parce que c'est déjà pas mal, hein. Et je trouve hyper intéressant de voir ce point. Il ramène la circularité dans la boucle. Il rend pas la circularité comme l'alpha et l'oméga, comme l'utilisation à 100%. Pour nous, elle permet de faire un pas de côté et de se poser la question de où est la valeur. Elle veut pas dire que tu dois rentrer pour chaque chose, pour chaque produit, sur une utilisation totale. Sinon, tu rentres de nouveau dans une question de la surperformance de ton industrie. Comment nous on le voit? C'est que tu le vois justement dans, ok, à chaque fois que tu vas regarder un produit, tu vas regarder une filière, tu le regardes sur comment tu la rends robuste. Et comment tu la rends robuste, ça veut dire revenir un peu à ce qu'on disait entre une monoculture et une polyculture. Ça veut dire comment tu diversifies aussi tes revenus pour que toi, tu ne dépendes pas que d'une filière de valorisation, que d'un produit. Sinon, comme n'importe quel acteur économique ou humain, au moment où tu seras en difficulté, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre toute ton énergie dans l'exploiter le plus possible pour diminuer la pression sur toi. Donc diversifier tes applications, tes sources de revenus, tes produits, tes services, c'est un moyen de diminuer ta tendance naturelle à surexploiter et à te rendre robuste face à des perturbations extérieures. Et en fait, c'est exactement la même chose dans les écosystèmes, ils ont besoin. Ils ont besoin qu'on soit tous dans des croisements qui se font à plein d'endroits différents pour que jamais il y ait une ligne, un pont qui se brise. Mm. Et justement, là, sur ça, il n'y a pas un intérêt d'avoir les coquilles d'huîtres qui reviennent dans l'océan? Euh, ça- Ça peut jouer, il y a des projets qui sont en train de regarder ça par rapport aux enjeux d'acidification. Mhm. Ça restera quand même massivement une question d'échelle. Parce Ouais. que du coup, ramener un petit peu de coquille d'huître à tel endroit par rapport à quelque chose qui est tellement diffus, ça ne contrebalancera pas. En fait, l'acidification, elle est liée à l'absorption du CO2 atmosphérique par les océans. Donc, tant qu'il y aura les mêmes productions de CO2 d'un côté et absorption, ça va jouer. Ce qui regarde actuellement, c'est justement, c'est au niveau de coculture, par exemple, au niveau de co-élevage avec pour le coup huîtres et algues à côté. Est-ce que tu peux avoir un effet d'amoindrissement au niveau local de l'acidité? Mais à l'échelle généralisée, il faudrait quand même beaucoup, beaucoup de coquilles. Parce qu'à la limite, un des points sur le... Pardon, vas-y. Non, mais on peut réfléchir à petite échelle. On peut tout à fait réfléchir à petite échelle et voir déjà sur des échelles de bassin, sur des échelles de mer, je dirais, fermées. Ça pourrait être ça. Et c'est là où, encore une fois, la discussion et les effets, ils sont des fois très différents dans le milieu marin. C'est que si tu vas lutter contre une acidification avec ce phénomène-là, tu vas le lutter très très localement. Parce que très Mm. vite, la mer, ce qui est hyper forte à faire, c'est tout diluer. Mm. Donc dès que tu t'en éloignes un peu, ton effet local, il s'amoindrit complètement. Oui. Enfin, l'aménagement territorial permet d'agir sur enfin, via des microclimats. Complètement. Donc, enfin, il y a des exemples quand même qui montrent que c'est possible. Oui. Mais de toute façon, c'est vrai que, alors, de toute façon, il y a des effets d'échelle. Avant de venir sur les leviers, donc juste, euh, comment je pourrais dire ça? Oui, donc oui, vous avez parlé finalement quand même de services socio-écosystémiques. Oui. Donc service social, il y a un savoir-faire, il y a de la culture, il y a de l'artisanat, ça crée de l'emploi, quand même. Et puis, c'est bon pour la santé, voilà. Et puis, de l'autre côté, donc, le CO2, euh, la, la dépollution de l'eau. Euh, je ne sais pas s'il y a quand même plus d'espèces, s'il y a plus de biodiversité. Voilà. Donc, donc, sur les services socio-écosystémiques, c'est cela.
qu'on pourrait si tu rendre montes via l'aquaculture. cette aquaculture régénérative. Alors, pareil, nous, on le voit vraiment dans une question de... c'est un peu comme si tu voyais des cercles concentriques. C'est assez proche de ta logique de permaculture. Tu vas avoir tes zones qui se diversifient. Bien entendu que dans la zone qui est productive, aussi diversifiée qu'elle soit, et c'est pareil en agriculture, tu vas pas avoir une biodiversité qui est supérieure directement dans ta zone de production à ce qu'elle va être dans un milieu naturel. Il faut le voir, même une zone de permaculture, c'est une usine pour faire de la nourriture pour les humains. Et il y a quand Mhm. même une forme d'extractivisme parce que tu prends du milieu quelque chose dont tu n'en remets qu'une partie. Par contre, ce que ça fait, c'est que ça crée, suivant ta pratique, déjà une interface avec un milieu naturel. Souvent, cette interface, en fait, ça devient une interface de glanage dans lequel tu as quand même un intérêt économique, mais tu commences à avoir de la porosité avec la biodiversité. Et c'est nous, ça ce qu'on trouve crucial, c'est que potentiellement, ça te donne une excuse et un prétexte pour valoriser l'action du producteur sur la gestion de la zone naturelle à côté. Pour Et nous, si on est jardinier de la mer, il y a quand même plus de kelp. alors, pareil, il faut voir que c'est assez Il est à localisé. peu Si près tu es en différencié. Méditerranée, du kelp, tu vas pas du tout en avoir. Et c'est là, il faut vraiment décorréler la vision végétale qu'on a dedans. Un jardinier de la mer, il peut être jardinier essentiellement de post-larves pour des poissons dans un récif. Et il va y avoir quasiment pas de milieu végétal, mais il va quand même avoir la même action qu'un Si on jardinier. travaille l'aspect végétal et animal en même temps dans un écosystème qui est non seulement à l'équilibre, mais qui finalement commence à être plus... on augmente la biocapacité, quoi. Oui, Dans un monde idéal, hein, peut-être pas ce qu'on peut faire en France, mais c'est ce que j'ai cru comprendre, quoi. si tu veux, le vrai végétal qu'il va y avoir ou le plus proche du végétal que tu vas avoir dans le milieu marin, c'est que ton acteur, il devrait être jardinier de plancton. C'est ça, D'accord. la vraie base de ton herbe, si tu veux, dans ta chaîne trophique, c'est le plancton. Et donc, Ah oui. tu vois, c'est d'autres façons. Mais continuons sur le plancton, continuons sur le plancton. Exactement. Après, Et comme ça tu donne vas quoi sur avoir le maintenant plancton? des processus de culture de microalgues pour nourrir, tu peux t'imaginer être en partie jardinier de plancton et de voir du coup comment tu l'intègres dans de l'aquaculture. Mais c'est là où tu as certaines pratiques qui nous commencent à nous poser vraiment question. C'est pas tant une pratique de pêche qui va aller chercher des poissons déjà adultes, mais quand on entend que tu as des campagnes qui commencent à se faire pour aller récolter du krill en Arctique, C'est quoi le krill? là, le krill, c'est les micro-crevettes que mangent les baleines. D'accord. Mais globalement, c'est aussi une partie très très basse de la base de la chaîne alimentaire. D'habitude, on ne le pêche pas, en fait. On ne le pêche pas parce que nous, on ne le mange pas. Par contre, Donc, si tu commences à le pêcher pour nourrir ton aquaculture, là, tu as sapé d'un coup toute la ouais, chaîne qui, en fait, permet même à ce que tu pêches des poissons. oui, Qui... Désherbé vitesse grand V, là. Là, Oui, t'as c'est fait. ça. Ouais. bon, quand même, l'idée, c'est ce jardinier donc, ait plus d'algues, qu'il Il y y ait ait plus de donc plancton, bon, pareil. Qu'il y ait que plus les d'algues. algues Il y a soient beaucoup partagées, que les d'écosystèmes dans algues. lesquels c'est pas le plus important. J'essaie de voir en quoi c'est contributif, ou si finalement on continue à réfléchir en circuit fermé, parce que pour être régénératif, il faut quand même contribuer à tous ces écosystèmes. Donc c'est là où j'ai compris qu'il y avait un modèle économique en multivalorisation qui pourrait d'un côté fonctionner, mais ça serait bien qu'il y ait une rémunération des services socio-écosystémiques pour aider. Bon, ça j'ai compris. Euh, et là, j'essayais quand même, au-delà de ces services socio-écosystémiques qui sont rendus et qui ont une valeur hein, énorme et qui sont donc on est contributif. Je voulais juste quand même recreuser sur la biodiversité, qu'elle soit au niveau Oui. des végétales ou animales, si effectivement c'était bénéfique ou pas, ou si c'était juste, comment dire, un petit écosystème fermé. Alors, ça, à la limite, justement, peut-être que donc on ne sera malheureusement pas avec toi à Biomi Expo la semaine prochaine parce que on va faire un tour avec Benjamin en Chine. Et si on va là-bas, c'est que justement, ces enjeux d'aquaculture multitrophique intégrée, ils sont présents depuis longtemps et assez pratiqués. Sachant qu'à nouveau, la Chine, ça reste le premier pays producteur d'algues au monde, le premier pays producteur d'huîtres au monde. Et du coup, une des choses, on va faire en fait toute une descente le long de la côte chinoise, de Qingdao au nord à Xiamen au sud. Et une des choses que on va aller voir particulièrement dans le nord, ce sont des champs d'algues.
Ce sont des champs d'algues qui sont installés. Et je reprends sur ce que disait Benjamin tout à l'heure, où dans le nord de la France, effectivement, ce sont des pêcheurs qui sont en train de voir comment peut-être devenir algoculteurs. Et ben dans le nord de la Chine, tu as donc ces lignes à perte de vue d'algues. En dessous de ces champs d'algues, et ben finalement, tu as quelques cages avec des animaux brouteurs, type des ormeaux, type des oursins. Et donc, quand ton algoculteur, dans ce cas-là, va aller récolter, lui, il va aussi prendre un temps pour aller remonter la cage pour voir finalement si ces espèces-là ont atteint la taille commerciale. Éventuellement relancer un cycle parce que ces animaux finalement vont se nourrir de ce qui descend de ces algues. Et ce qui est assez chouette dans ce milieu-là, c'est qu'il est devenu, par l'action aussi justement de bivalves qui vont filtrer de ces algues présentes, c'est devenu un milieu tellement riche que là-dedans, il n'y a pas besoin de cage. Les poissons reviennent. Et en fait, ton algoculteur, lui, il diversifie par de la pêche. Donc c'est plus un pêcheur qui devient algoculteur pour diversifier sa démarche, c'est un algoculteur qui travaille finalement dans une chose où la base alimentaire, la base de ta pyramide est tellement grande que du coup ça permet à de la biodiversité on va dire des plus hauts niveaux trophiques de revenir, parce qu'ils vont trouver de quoi se nourrir, etc. Et dans ce cadre-là, il peut pêcher. Donc c'est aussi des modèles dans lesquels finalement fournir, faire de la forêt dans ce cas-là, ça permet du coup à des animaux plus. J'aime pas justement cette idée élevée, mais c'est cette idée de niveau, on va dire, de la chaîne alimentaire de revenir dans cet écosystème-là. Et donc oui, il y a un apport à la biodiversité. Partout où il y a des fermes d'algues qui ont été implantées, je pensais notamment justement avec un ami portugais avec qui on parlait, les pêcheurs souvent dans les villages, quand lui il arrive pour dire bon bah on va prendre des concessions, on va installer des champs d'algues, les pêcheurs disent ah non non la mer c'est chez nous, tu vas nous prendre des bouts. Et en fait, bah, au bout d'un cycle de culture, oh c'est super. C'est super, il y a 10 fois plus de poissons. Parce que justement, ça crée ces espaces nécessaires à ces phases un peu juvéniles dont parlait Benjamin au début. Et du coup, ça suffit, là aussi, à rebooster des populations autres. Donc si, ça a un effet sur la biodiversité dans des échelles autour de la ferme de façon assez large. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est des types d'activités qui, alors même qu'elles sont économiques, créent de facto des zones de protection, donc des habitats, et qui créent les relais dont on parlait au tout début. Et c'est ça qui est très différent par rapport au myoterrestre. Au myoterrestre, tu fais du surfacique. Donc quand j'ai une activité sur 1 mètre carré, je l'ai monopolisé ce mètre carré. C'est ça. Quand je suis dans le milieu marin, si j'ai bloqué le passage en haut d'un bateau ou d'un récolteur quel qu'il soit, ça veut dire que j'ai créé toute une colonne dans laquelle la biodiversité peut revenir. Et Mm. donc, quand j'ai monopolisé une surface en haut de la mer, au fond, qu'est-ce que j'ai créé? Une réserve. Mm. Ouais, je pense que c'est cette notion enfin, qui débloque les imaginaires quand on parle finalement de système ouvert, quoi. Ouais. D'un côté, moi, je suis un propriétaire terrien et je fais mon truc ici mon intérêt est là, c'est à plus grande échelle et effectivement, c'est un écosystème ouvert où ça peut être bénéfique, quoi. C'est comme l'histoire des abeilles. Enfin, voilà, l'apiculteur est d'un côté, l'agriculteur est de l'autre. Donc finalement, quand c'est ouvert et que c'est mutuellement bénéfique et que ça se nourrit les uns les autres. Et il y a un film qui s'appelle Little Big Farm, qui est américain, qui est ça, hein. Ils ont recréé un espace via la permaculture et c'est des équilibres incroyablement difficiles à trouver et enfin, je ne sais plus combien de temps ça leur a pris, mais euh, je me souviens qu'à un moment donné, il y avait une invasion de ravageurs et ils ont mis 3 ans à gérer la chose, mais à un moment donné, il y a des oiseaux rapaces qui sont intervenus. Et donc, Ouais. Ça, la la difficulté, c'est nature, de laisser le temps aussi. ouais. En fait, il faut laisser le temps aux vivants. Mais quand tu es dans un cycle économique, souvent, c'est très, très difficile. Et c'est normal, du coup, que tu aies beaucoup d'acteurs qui. Il faut voir que c'est aussi des disciplines d'écologie appliquées, en fait, qui sont pas enseignées dans des. Non seulement elles sont pas enseignées dans des filières de formation de producteurs, mais même au niveau de la recherche, elles ont souvent rarement été explorées de cette manière-là.
Après, il faudra rester vigilant et se le garder pour plus tard, c'est-à-dire le changement d'utilisation des sols a été plutôt très très problématique. Donc là, le changement d'utilisation des sols marins, il faudra quand même être vigilant de comment c'est un peu encadré, quoi. Mm. Oui, mais après, justement, là-dessus, enfin, bien sûr, il faudra encadrer, mais il y a aussi, on arrive dans un temps où, à nouveau, avec cette référence à l'agricole, on fait face à une filière qui a les mêmes enjeux de Mhm. vieillissement des forces vives, de départ massif à la retraite prochainement, et du coup aussi bah, cet espace d'articulation qui permet, en tout cas c'est vraiment notre idée, qui permet du coup à des nouveaux modèles de prendre place et qui ont aussi besoin, et ça c'est un truc super important, de nouvelles forces vives. Oui, oui. De nouveaux acteurs, et pour le coup, de la même façon que je pense que l'agroécologie a vraiment contribué à donner des envies de production agricole, on va dire, à des gens qui ne venaient pas de ce monde-là, et ben la même chose, et ça c'est un des grands enjeux sur lesquels on travaille avec Benjamin, définir une aquaécologie qui permette justement d'avoir cette même appel d'air de, franchement, moi, aller faire des huîtres, je ne le vois pas. Par contre, être gestionnaire de l'espace marin en produisant des huîtres et éventuellement d'autres espèces, carrément. Ça Tu change vois, et on complètement. reboucle, et ça, c'est vachement plus désirable. C'est vachement plus désirable pour nos populations. C'est le même enjeu de renouvellement des populations et de formation. Et c'est ce qui fait qu'un des projets qu'on défend, il est justement le transfert de ces systèmes d'espace test agricole, où tu vas aller tester sur une activité pour t'installer sur une agriculture souvent diversifiée ou de maraîchage. En fait, nous, on veut faire la même chose sur le milieu de l'aquaculture. Et typiquement, on monte une ferme école comme ça avec un producteur qui vit déjà dans un système comme ça de permaculture de la mer sur l'île de Ré. Dernière question peut-être sur quels sont les effets de levier, qu'est-ce qui aiderait au déploiement de ce nouveau métier? Le premier, pour moi, c'est les dynamiques collaboratives. Mm. On en a parlé, tu vois, sur la Saint-Jacques. C'est ce qui a permis déjà rien qu'à une profession, alors même que c'était des acteurs similaires, de se mettre à bien gérer une ressource. J'ai un autre exemple dans les mouvements, justement. Tu parlais, ça fait 6 ans que vous travaillez au développement de l'économie régénérative. On fait partie d'autres groupes. On s'est retrouvé à la Convention pour les entreprises pour le climat, dans lequel, ce qui est génial, c'est qu'on se retrouve dans un groupe de filières où, depuis le pêcheur, l'armateur, le transformateur, tout le monde est en train de se retrouver et se dire, OK, en fait, Mm. comment on travaille ensemble manifeste à une façon de bien gérer dans la pêche, que le pêcheur il puisse changer sa pratique, Mm. que ça puisse être désirable pour le consommateur, que ça puisse être distribué, que ça puisse être consommé. Donc, c'est quelque chose qui émerge dans d'autres points, dans de l'industrie, dans du textile relocalisé. Pour nous, c'est le fil rouge, la coopération de l'émergence des nouveaux modèles. Mm. Avant de parler de technique, si ça se désilote pas, il n'y a pas de levier d'émergence durable. Oui, c'est ce qu'on fait nous avec en Hauts-de-France aussi sur l'ortie pour le textile et on est en multivalorisation puisque dans l'ortie il y a la tige pour du fil Ouais. et il y a de la feuille qui peut être valorisée autrement dans les cosmétiques ou dans l'alimentaire. Et effectivement, en posant la chaîne de valeur et en permettant à tous les acteurs de voir où ils se positionnent dans la chaîne de valeur, quels sont leurs liens d'interdépendance, on arrive à vraiment focaliser cette envie de collaborer sur des pratiques concrètes et sur, comment dire, bah, créer plus de valeur que d'en détruire à chaque Exactement. étape, quoi. Mm. L'ortie dans le nord, comme tu le cites, des Virgo Coop avec des coopératives intégrées dans le sud sur le chanvre. Les exemples, ils émergent un peu partout. Et nous, on est persuadés que ils émergent plus par idéalisme. Mm. Ils émergent Et parce donc, que il y a c'est le suffisamment moyen de de faire personnes engager là les paysans. qui sont motivées à faire autrement. Vous sentez que ça frétille? Ouais, nous, on trouve complètement fou à quel point ça frétille, en fait. C'est que- On est Ouais. arrivé, c'est ce qui fait qu'on a dit qu'on montait, nous, on travaille que en collaboratif, on se retrouve à avoir une plateforme avec une centaine, 150 personnes hyper intéressées par ça. On se retrouve à discuter avec des armateurs qui veulent changer et du coup qui sont complètement à l'opposé de l'image qui en est souvent donnée publiquement. Mm. Mais ils ont besoin de ces écosystèmes de partenariat pour pouvoir faire bouger les choses. D'accord. Un autre levier peut-être, Tristan, qui te vient Alors, en un tête? autre levier auquel je pensais, c'est justement ces enjeux de sensibilisation et d'éducation. C'est-à-dire que Benjamin en parlait un peu plus tôt, instinctivement, intuitivement, tu vois comment ça pousse du blé.
depuis que t'es tout petit, même si t'en as jamais fait pousser toi-même une tomate, c'est pareil. Par contre, bah, une algue, ah bon, ça n'a pas de racine, une algue. Bah, c'est pas forcément de la connaissance commune. Une huître, on prend combien de temps à faire pousser une huître avant de la retrouver sur la table? Et c'est quoi l'impact environnemental de mon saumon fumé par rapport, ou de mes sushis de saumon par rapport à une moule frite? Ça, c'est des choses où finalement, à partir du moment où ça devient marin, c'est un peu un tout confus. Et du coup, cette littératie, quoi, cette Mhm. connaissance, cette ouverture sur ce qui vient du milieu marin, même le fait, toi, tu vois, quand on a commencé ces échanges pour permettre cette ouverture il y a plein de choses qui se sont déjà développées à terre. Il faut pas chercher à réinventer la roue du côté de la mer. Par Mm. contre, il y a besoin de plus de connexion entre les deux. Il y a besoin que le monde de la mer, ce soit pas un monde en soi. Il y a besoin de forces vives qui viennent justement de ces milieux de la Terre, je dirais. Et il y a aussi besoin qu'il y ait une plus grande connaissance, une plus grande appréhension par ceux qui vivent à 300 kilomètres et qui n'ont peut-être même jamais vu la mer. Un des exemples à nouveau qu'on donne, c'est là, ça va être les fêtes de fin d'année d'ici pas longtemps. Non, une assiette de saumon fumé par rapport à une assiette d'huître, ce n'est pas la même chose. Ça n'a pas le même impact. De la même façon que, eh ben, un plat de brocoli par rapport à une côte de bœuf, ça n'a pas le même impact. C'est pas pour dire on fait l'un ou on fait l'autre, mais à un moment donné, avoir la connaissance de pouvoir faire le choix. Et Oui, donc, pardon. ça, c'est le problème de la ligne d'horizon. On a la même chose avec qu'est-ce qui se passe sous les sols. Donc moi, je Mm. suis animateur de la Complètement. fresque des sols, de l'atelier des sols vivants. Et effectivement, là, tous ces acteurs non humains, vivants non humains dans les sols qui interagissent entre eux en symbiose, on n'en a pas conscience, quoi. On voit au-dessus du sol et pas en dessous du sol. Pareil pour l'océan, quoi. Exactement. Toutefois, oui, oui, donc ça c'est fondamental et ça vient par. On a la chance en France quand même d'être un pays quand même qui, comparé aux États-Unis par exemple, on a quand même beaucoup plus de connaissances, même si elle est effectivement limitée et voilà. Et c'est très important et ça vient par le plaisir, par les reportages, par les documentaires, justement aussi ces pêcheurs ou ces ostréiculteurs qui partagent leur passion et qui sont sur place et qui peuvent aussi transmettre tout ça. Après, je crois beaucoup moi au label en fait, au score quoi, directement sur le produit de type Planet Score, ABCD, en multi-indicateur, biodiversité. Rémunération des producteurs, vraiment simplifier l'information au niveau du produit pour que, en multi-indicateur, les consommateurs puissent faire des choix éclairés. Et le label bio, aujourd'hui, reste le label préféré avec le plus de notoriété, mais c'est vrai qu'on a du mal à savoir exactement de quel bio on parle, quoi. Euh, et dans la pêche, les labels ils sont tous décriés et il faudrait arriver à avoir un scoring sur les différents produits comme le saumon qui permettrait en multi-indicateur de faire des choix éclairés et si possible arriver à dire on contribue plus qu'on ne détruit. Et là on casse une dynamique où on a l'impression qu'il faut toujours moins produire, moins consommer. Mais Ça commence à émerger. Je suis complètement d'accord sur le levier que ça donne de clarification aux consommateurs et c'est un format d'éducation qui Mm, permet de tirer un fil hyper important. J'avoue que nous, souvent, on va le moins le mettre en avant parce qu'ils dépendent pas des acteurs avec qui on peut travailler. ah bon? Ou nous, on a moins la capacité de s'imaginer Un net construire score, un il est lié label. c'est lié au cahier des charges. Alors, En fait, il y a deux nous, façons on de pourrait mesurer la région. travailler sur le cahier des charges, sur ce qui est faisable et désirable complètement. Par contre, je pense que on est dans un domaine, nous, personnel, plus d'incompétence ou de manque de levier d'action sur comment tu passes de ce cahier des charges à son adoption. Et là, justement, on parle de coopération. Nous, ça, c'est des coopérations qui nous manquent. Bah, c'est un levier économique parce que tu arrives à valoriser ton cahier des charges sur le produit. Et il faut en fait, la filière, il faut la penser de bout en bout. Tout à En fait. fait, aujourd'hui, il y a des accompagnateurs de filière qui travaillent en amont, en cœur d'activité ou en aval. Hmm. Et quand on fait de l'agroécologie, des fois on fait des choses que les consommateurs ne peuvent pas percevoir. Et on dirait il faudrait qu'ils soient plus éduqués sur l'agroécologie. Ben oui, mais c'est tellement difficile à appréhender tout ça que. Alors voilà, il faut arriver à travailler. Enfin, mon idéal, moi, c'est le label Regenerative Organic Certified américain.
Et donc, ça dit bien régénération sur le produit. Et c'est porté par Patagonia, par exemple. Et en France, il y a différentes marques de cosmétiques ou Omi dans l'alimentaire qui l'ont. Et donc, ça permet de valoriser le cahier des charges au moment de l'achat. Et il y a deux façons de mesurer. Soit on mesure les impacts finaux. Et le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps déjà d'avoir un impact. Et donc, ça, c'est le monde idéal parce qu'effectivement, c'est factuel. Mon activité a tel et tel impact. Et Obligation de résultat. on a commencé là, et puis maintenant, au bout de 10 ans, on en est là. Et ensuite, il y a l'autre approche qui est plus rapide, mais qui est sur l'excellence des pratiques qui donneront des Obligation de impacts. moyens. Et donc là, ça va être des systèmes comme Regenerative Organic Certified ou Planet Score ou autres, euh, qui permettent effectivement de se dire que les meilleures pratiques donneront les meilleurs impacts et d'aller plus vite dans la communication. Le bio, voilà, c'est une bonne pratique, mais c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Hmm. Un contrat annuel, bah, c'est bien, mais un contrat sur 3 ans, 4 ans avec ses producteurs, bah, c'est mieux. Un prix fixe. Bon, ben, là, on commence à vraiment arriver à quelque chose. Mais comment on explique ça sur un packaging de produits? Ben, c'est long. Et l'histoire, voilà. Donc, ouais, donc moi, je crois beaucoup à ça et il faudra qu'on va voir un peu comment, enfin, peut-être faire une expérimentation dans les années à venir. Mais cette collaboration, elle doit avoir lieu avec tous les acteurs de la chaîne, Tout à des fait, producteurs jusqu'aux consommateurs, tout à fait, et en intégrant les territoires et aussi en intégrant des représentants des vivants non humains. tout à fait. Et là, c'est encore un autre challenge, quoi. Qui parle pour les mollusques, qui parle pour les océans, qui parle pour le plancton, qui parle pour les algues. On était sur les abeilles, il n'y a pas de représentant des abeilles en France. Hier. Hmm. On s'est posé la question, on a dit les apiculteurs, mais on n'a pas trouvé vraiment le représentant des abeilles qui pourrait dire quelles La sont les... LPO des abeilles, quoi. Ouais, il n'y a Ça pas fait. la LPO des abeilles. Non. À faire, Donc, bah, comment on à fait? faire émerger. À faire émerger. Voilà. Donc là, il faudrait. Voilà, c'est des choses comme ça où on se pose. Alors, on peut toujours trouver un scientifique Ouais, ou tu autre, vas avoir mais un peu les France Nature Environnement pour les insectes de façon générale, et du coup pour tes pollinisateurs sauvages. Mais c'est voilà, vrai que souvent, quand on pense abeilles, en fait, c'est des cheptels. D'ailleurs, quand tu es apiculteur, tu es éleveur. c'est éleveur. Tu vois, Et qu'est-ce qui nous garantit que l'éleveur, voilà, ces abeilles sont heureuses et c'est les bonnes abeilles pour l'écosystème, je sais pas moi, dans le Roussillon, quoi. des labels. Voilà. Bah ouais, c'est super. Bah, merci bien pour cet échange. Bah, À toi, bonne exploration donc dans les pays asiatiques. C'est sûr qu'il faut aller voir ce que les gens ont déjà fait tout à fait. et se rendre compte par soi-même et d'en tirer des enseignements. Une learning expedition, vous nous direz ce que ça. Et puis Avec moi, je vous plaisir. enverrai ce qu'on va faire comme collage image sur cette pêche, enfin, cette approche écosystémique de l'océan qui permet Super. de quand même manger de la bouillabaisse tout en étant en bonne santé, en faisant du bien à la biodiversité océane. Et du coup, 100%. très bonne Biomime Expo. Et si tu réinventes la bouillabaisse à Marseille, pense à passer voir Christianti et la bouillabaisse du Turfu qui sont à D'accord. côté du Vieux-Port. On voulait inviter à cette table ronde et qui a une démarche incroyable auprès des pêcheurs locaux. Et justement, la réinvention des imaginaires autour de cette bouillabaisse. Bon, bah, c'est super. Et en deuxième ressource aussi, justement, une pensée pour Didier Gasquel qui a écrit La pêche écologie et qui pourrait aussi, c'est finalement, ça se lit très bien, et à recommander pour toute cette appréhension, enjeu pêche, pêche durable, les aires marines protégées. Donc là aussi, à mon avis, une très bonne ressource, Didier Gasquel, pêche écologie, pour comprendre ces enjeux, particulièrement sur des aspects de pêche. Super, merci bien. Bonne continuation, à bientôt. À bientôt! Au revoir. De rien.